Your life is your life. Know it while you have it. You are marvelous. The gods wait to delight in you. Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et aujourd'hui je débute cette vidéo dans un showroom exceptionnel. Je me trouve à Monaco, chez DPM Classic et les voitures qui m'entourent sont vraiment exceptionnelles. Ford GT, Ferrari 430 Scuderia, Ferrari 512 BBI, Z3M Roadster, Lamborghini Miura, Ferrari Enzo, Mercedes 300 SL Roadster. Mais malgré toutes ces voitures incroyables, la voiture et la marque dont je vais vous parler aujourd'hui, forcément encore, c'est Porsche. Puisque depuis de très nombreuses années, Porsche a réussi avec son modèle 911 à instaurer une dynastie, que ce soit sur route ou sur circuit. Aujourd'hui, impossible de faire une journée circuit sans voir une voiture badgée RS. GT3 RS, GT2 RS, quelle que soit la génération, quelle que soit l'année, quelle que soit la phase, on sait que ces voitures sont au maximum de la performance. On sait que ces voitures distillent des sensations de conduite pures et extrêmes. Mais est-ce que vous connaissez la voiture qui a démarré cette lignée? Est-ce que vous savez quelle est la voiture qui aujourd'hui a fait du badge RS un badge connu dans le monde entier? Cette voiture, elle est juste ici et c'est la Porsche 911 Carrera 2.7 litres RS de 1973. Cette voiture aujourd'hui est à vendre aux enchères via une entreprise qui s'appelle lebolide.com, une entreprise monégasque que je vais vous présenter juste après. Mais le but de cette vidéo, c'est à travers la présentation historique de cette voiture, la présentation de ses caractéristiques extérieures, intérieures et bien sûr de son essai. Je vais vous expliquer pourquoi cette voiture est la plus importante et la plus mythique des Porsche 911 et pourquoi aujourd'hui elle est estimée à presque un demi-million d'euros pour une voiture qui a plus de 50 ans. C'est parti. Lorsque la Commission sportive internationale, l'équivalent de la FIA actuelle, change les règlements du sport automobile en 1972, Porsche convoite alors le championnat d'Europe GT, mais se trouve dans l'obligation de concevoir et d'homologuer un modèle fondamentalement plus sportif que sa sportive, la 911 de litre 4S. Comme le stipule le nouveau règlement, la voiture doit être produite à 500 exemplaires au moins pour obtenir l'homologation en groupe 4. Au niveau du cahier des charges, Porsche n'a que très peu d'alternatives pour concilier budget et délai minimum. La voiture qu'ils doivent développer pour intégrer ce championnat devrait donc être principalement une déclinaison plus légère et plus puissante d'un modèle existant. La voiture est présentée au Salon de Paris le 2 octobre 1972 et le nom qui lui est donné, c'est 2.7 litres Carrera RS. 2.7 litres évidemment pour l'incylindrée, puisqu'elle est de 2687 cm3 très exactement. Carrera en hommage à la victoire en 1954 d'une Porsche 550 à la célèbre course Carrera Panamericana au Mexique. Et bien sûr RS pour Rennsport, qui veut dire sport automobile en allemand. Et ouais, ça vous le saviez peut-être pas, mais quand vous voyez GT2 RS, GT3 RS, ça veut dire GT2 ou GT3 RS Rennsport, qui veut dire sport automobile. Mais avant que je continue à vous présenter cette voiture, on va descendre vers Monaco pour aller rencontrer monsieur Christian Philipsen. Et on va pouvoir parler en même temps de la raison pour laquelle je me trouve aujourd'hui au volant de cette voiture, puisque Christian Philipsen a créé il y a peu de temps maintenant une société qui s'appelle Le Bolide et qui est une société de vente aux enchères 100% digitale de voitures intéressantes, comme il le dit.
Cette voiture fait partie de cette vente aux enchères et vous pouvez directement aller voir sur le site internet le bolide qui se trouve dans la description. Tunnel, désolé. Toutes les voitures qui y sont à vendre en ce moment. La vente aux enchères se déroule sur 10 jours et il n'y a pas que des voitures qui valent 500 000 €, croyez-moi, il y a des petites affaires très intéressantes à faire. Allez, on va le retrouver sur la digue du port de Monaco. Vous me retrouvez maintenant sur un lieu bien connu à Monaco, la digue, où je me retrouve avec forcément la Carrera 217 RS et je vais tout de suite inviter Monsieur Philipsen à me rejoindre. Bonjour Christian, comment allez-vous? Bonjour Erwan, mais tout va bien par ce beau ciel bleu, ce beau soleil. Je vous cache pas que moi, étant parisien, ça me change un petit peu. Oui, c'est bon pour le moral. C'est assez agréable. Christian, j'aimerais tout d'abord, avant qu'on parle de Le Bolide, avant qu'on parle de la raison pour laquelle cette voiture est là, j'aimerais que vous vous présentiez. Parce que bon, vous êtes quand même une personne qui a vécu beaucoup de choses dans l'automobile. On va énumérer un petit peu ces quelques étapes de votre vie. Je vous laisse vous présenter pour l'audience qui ne vous connaîtrait pas. Alors c'est vrai que j'ai consacré la plus grande partie de ma vie à l'automobile. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais tout petit, on pourrait dire, ou comme dirait Obélix. Mais en fait, j'ai commencé, quand j'étais tout gamin, j'ai commencé par passer de longs week-ends avec mon père dans le garage familial parce que mon père adorait bricoler. Et il passait tous ses week-ends dans le garage à bricoler sa voiture. On n'avait besoin de rien, mais il aimait ça. Il voulait devenir chirurgien, on avait des affaires dans la famille, donc son père lui a dit tu ne seras pas chirurgien. Et du coup, il opérait sa voiture. Et moi, je passais mes week-ends avec lui et j'étais l'assistant. L'assistant du chirurgien. Je passais les outils, je tournais la manivelle, puis il réglait les soupapes par exemple. C'est comme ça que ça a commencé. Lui n'était pas passionné de voiture, moi je suis devenu passionné grâce à lui. Et puis par la suite, en fait, à l'époque, Ferrari dominait le sport automobile. Et donc tous les soirs, je m'endormais au volant d'une berlinette Ferrari en rêvant. Et c'est comme ça que ça a commencé, parce qu'à la sortie, à la fin de mon service militaire, j'ai écrit une lettre à l'importateur Ferrari en Belgique, où je vais, puisque je suis d'origine belge, et je lui ai dit que j'avais envie de travailler pour lui. Il m'a répondu « Venez me voir lundi prochain », ce que j'ai fait évidemment, et après 5 minutes, il m'a dit « Écoutez, vous m'êtes sympathique, je ne sais pas très bien ce que vous allez faire chez moi, mais si ça vous fait plaisir, vous pouvez commencer lundi prochain ». Merveilleux. C'est assez fantastique. Merveilleux. Je ne sais pas si ça se passera encore comme ça aujourd'hui, mais c'était merveilleux. Et donc j'ai commencé chez Ferrari en Belgique, où je suis resté 5 ans à peu près. Et je me suis expatrié, j'ai passé 10 ans chez Michelin, j'ai mis un peu d'argent de côté, j'ai pu m'acheter ma première Ferrari, une Dino d'ailleurs, quasi una Ferrari, comme disait Ferrari à l'époque. Et grâce à cette Ferrari, j'ai rencontré Albert Uderzo, au sein du club Ferrari, créateur d'Astérix, et on en revient à ce que je vous disais, la potion magique et Obélix. Et j'ai donc passé 10 ans associé à Uderzo dans la société qui éditait les albums d'Astérix et qui gérait les droits dérivés d'Astérix. Là, j'ai lancé le concours de bagatelle avec quelques amis, très connu, qui est devenu le Louis Vuitton classique. Voilà. Ce qui va nous amener à celle-là, mais avant, j'aimerais quand même rebondir sur une chose. Je vous parlais juste avant de Ferrari, vous avez pu au cours de votre vie acquérir plusieurs modèles Ferrari, dont notamment une Ferrari F40. Oui. Et à l'époque où vous l'aviez, sauf erreur de ma part, c'était la Ferrari F40 la plus kilométrée qui existait. Parce que vous rouliez tout le temps avec. Oui, c'est vrai, absolument. Donc j'avais acheté, j'avais pu... La F40 était une voiture en production limitée, donc il fallait montrer patte blanche pour l'acheter. Comme j'étais bien introduit dans le club, etc., que je m'occupais, je servais bien la marque, j'ai été autorisé à en acheter une. Et j'ai donc fait partie de ceux qui ont eu une auto de la première série avec les glaces en plexi, encore les glaces coulissantes. Elle n'avait pas le dispositif qui permettait de relever la voiture, ce qui fait que de temps en temps, d'ailleurs, j'ai raclé le sol. Mais j'ai eu une F40, une des premières F40 livrées en clientèle, qui est une auto extraordinaire, parce qu'elle m'a laissé des souvenirs merveilleux. Et vous faisiez 20 000 km par an avec? Et je faisais 20 000 km par an avec, alors que la plupart des acheteurs à l'époque l'achetaient, la mettaient dans un garage en espérant qu'elle prenne de la valeur. Moi, vous êtes de la section des passionnés qui conduisaient vos voitures. Oui, absolument, absolument. Très important. Du coup, on rebondit sur la vente aux enchères, puisque c'est la raison aujourd'hui qui nous amène déjà à nous rencontrer, mais aussi à moi de présenter à mon audience cette 217 RS, puisque vous êtes aussi plus récemment le fondateur du site Le Bolide, qui est un site de vente aux enchères 100% digital, qui met en avant des automobiles, comme vous le dites, intéressantes. Oui.
j'aime la belle automobile, j'aime l'automobile passion, et c'est ce qu'on essaye de faire sur le bolide. C'est pas uniquement l'automobile chère. Non. C'est l'automobile qui s'adresse à ceux qui aiment l'automobile. Dans l'histoire de la marque Porsche, c'est la voiture qui a créé la légende, c'est le modèle qui a créé Absolument. la légende. Ferrari, on peut dire que c'est la berlinette 250 GT, Lamborghini, on peut dire que c'est la Miura. Porsche, pour moi, le début, le cœur de la légende, c'est la 2,7 litres RS. Ce sont des autos extraordinaires. Je n'ai pas conduit celle-ci, mais j'en ai conduit quelques-unes en fait. Ce sont des bicyclettes, c'était extraordinaire. C'est un vrai jouet, c'est léger, c'est agile et ça sent bon. Moi, je continue d'aimer le parfum de l'essence. Bien sûr, non, c'est vrai, quand on a Chose démarré qui tout à est en l'heure. train de se perdre, mais je trouve que c'est vrai que quand on la met en route, on sent ce petit parfum d'essence. Moi, j'aime ça. Et puis il y a la musique du moteur quand même qui est merveilleuse. Absolument. 6 cylindres, pas catalysé, il n'y a pas de tout. Voilà. C'est Le bonheur. Du son, de la musique, du bonheur. Le bonheur. Bah, écoutez, merci Christian Philipsen pour ces quelques mots, pour ce petit moment d'échange. Je vais maintenant malheureusement vous quitter pour aller partir avec celle-ci. Écoutez, bonne route, vous me direz tout à l'heure, bonne route. Je vous dirai tout à l'heure ce que j'en ai pensé. Pour revenir à cette 2,7 litres RS, en 1972, Porsche présente la voiture et elle comporte un certain nombre d'améliorations par rapport à la voiture qu'elle remplace, la 2,4 litres S. Notamment au niveau du moteur, puisque la cylindrée passe de 2,4 litres à 2,7 litres, on en parlera après. La voiture garde esthétiquement les mêmes ailes élargies que la 2,4 litres S. Et forcément, les deux choses les plus connues sur la RS, ce sont le Ductel, dont je vous parlerai après, et ce nouveau pare-choc en plastique qui, sur les 500 premiers exemplaires, qui étaient surnommés les versions lightweight, donc qui servaient vraiment à l'homologation en groupe 4, était en plastique. Et juste derrière cette partie, on retrouvait un radiateur d'huile inédit à la place de la plaque d'immatriculation. Les versions lightweight ou les versions sport, c'était les voitures qui étaient les plus recherchées, elles servaient vraiment à l'homologation, sauf que Porsche n'était pas vraiment persuadé du succès de cette voiture, et même au contraire, ils y allaient plutôt à reculons. Donc ils avaient prévu une version Touring qui était une version 2,7 litres RS, mais équipée un peu comme une 2,4 litres S, notamment à l'intérieur, qui allait pouvoir plaire aux acheteurs potentiels si jamais la 2,7 litres RS Lightweight était trop extrême. La voiture que j'ai devant moi, c'est justement une 2,7 litres RS Touring de 1973, d'origine italienne, dans une configuration extrêmement rare, avec sa peinture rouge baya et les écritures peintes sur le flanc en blanc. Il faut savoir que dans cette configuration rouge baya, il n'y a eu qu'une quarantaine d'exemplaires. Alors, on n'est pas sûr si c'est 42 ou 43, mais avec le lettrage blanc, parce que certaines ont eu le lettrage noir, c'est encore plus rare. La première série de 500 voitures lightweight ne pesait que 960 kg et elle avait subi un traitement extrême pour l'alléger au maximum et en faire une voiture ultra performante. On l'avait donc, je vous en ai parlé, le bouclier en polyester à l'avant avec le radiateur d'huile supplémentaire à la place de l'immatriculation. On avait une diminution de l'épaisseur des tôles et des vitrages pour l'allègement. On avait un châssis avant qui était différent puisque c'était de l'aluminium forgé. On avait par exemple un réservoir et des pare-chocs qui étaient en plastique et ils ont supprimé à l'intérieur plein d'éléments, notamment de la garniture, de l'insonorisation, les serrures du capot moteur, les sièges arrière. Ils ont enlevé le rembourrage du tableau de bord, ils ont enlevé la montre à l'intérieur, ils ont enlevé les vides-poches, les accoudoirs et même les systèmes d'ouverture de vitres arrière. Les ventes de la lightweight en 1972 ont explosé et donc Porsche a sorti deux séries supplémentaires de 500 exemplaires, 536 et 554 très exactement, de Touring qui sont toutes sorties en 1973. Comme je vous l'ai dit, au niveau de l'équipement intérieur, ça reprenait les éléments de confort de la 2,4 litres S, je vous montrerai l'intérieur juste après. Et surtout, alors que la lightweight avait des éléments de carrosserie en plastique et en aluminium, la Touring reprenait des éléments en tôle. Elle était donc un petit peu plus lourde, autour de 1050 kg. Donc le rapport poids-puissance était un peu moins bon, mais ça restait quand même une voiture exceptionnelle parce que sous la carrosserie, forcément vous vous en doutez, il y avait beaucoup de petits détails très intéressants pour rendre cette voiture encore plus performante, exactement de la même manière dont aujourd'hui Porsche va bouger quelques petits éléments pour faire passer par exemple une GT3 à une GT3 RS. Plus d'aéro, l'aileron, moins de poids, plus de performance. C'est exactement le même principe qui est repris aujourd'hui sur toutes les voitures que vous connaissez. Tout est parti de cette voiture. Les 500 premiers exemplaires de la lightweight ont permis évidemment l'homologation en groupe 4, c'est ce pourquoi elle avait été conçue, et les 1000 suivants que je viens de vous citer ont permis l'homologation en groupe 3. Et le succès en compétition qui s'en est ensuivi a été fantastique parce que de 1972 à 1976, Porsche a remporté tous les championnats d'Europe GT avec cette voiture. Pour rendre la voiture plus performante, Porsche a notamment élargi les jantes arrière pour qu'elles soient encore plus assises
dans les accélérations latérales. Au niveau des pneumatiques, on a des Pirelli P600 en 195 mm de large à l'avant avec les magnifiques et classiques jantes Fuchs en 15 pouces. On a le petit rétroviseur unique sur le côté de la voiture, tout chromé. Il y a énormément de chrome sur la voiture, ça ressort énormément. Vous le voyez, là, il y a une option sur cette voiture que j'adore, c'est l'antenne qui est entièrement rétractable à partir d'une petite tirette dans l'habitacle. Là encore, on a du chrome partout, les écritures Carrera sur le côté, les hanches bien élargies. Et à l'arrière, on a toujours les mêmes pneus Pirelli, mais cette fois-ci en 215 mm de large, avec toujours les mêmes jantes en 15 pouces. Également, par rapport à la 2,4 litres S, Porsche a rajouté des barres anti-roulis de 18 mm à l'avant et 19 mm à l'arrière. Et surtout, des amortisseurs Bilstein ont remplacé les amortisseurs Koenig, les Bilstein étant forcément beaucoup plus fermes. Et bien évidemment, impossible de parler de la 2,7 litres RS sans parler du fameux Ducktail, cette pièce qui a été inventée forcément pour asseoir l'arrière de la voiture. C'est un aileron, tout simplement, qui réduisait de 75% la portance de la voiture, parce que sur les 911, comme le moteur est ici, le train arrière était connu pour, on va dire, se balader pas mal. Donc l'idée, c'était vraiment d'asseoir la voiture pour la rendre beaucoup plus efficace. Et ça donne une ligne à la voiture qui est absolument fantastique et qui a été reprise sur de nombreux modèles après. On a ici sur la grille qui permet à la chaleur de s'échapper, le petite inscription 2,7 litres. Ici, marqué en lettrage blanc comme sur le côté Carrera RS. Et bien sûr, on retrouve encore les chromes, la sortie d'échappement unique, au milieu l'anneau de remorquage, comme en compétition. Ce fameux moteur, c'est évidemment un flat 6 atmosphérique de 2,7 litres de cylindrée qui a tout simplement été repris de celui de la 2,4 litres S, donc qui était un 2,4 litres qui développait déjà à l'époque 190 chevaux. Et là, ils ont modifié l'alésage de 6 mm pour le faire monter à 2683 cm3 de cylindrée très exactement. Et la voiture développe 210 chevaux à 6000 tours minute, ainsi que 255 Nm de couple à environ 5000 tours minute. Évidemment, toute la puissance est transmise aux roues arrière via une boîte de type 915 à 5 rapports. Il y a un autobloquant. Mais pour se concentrer un peu sur ce moteur, c'est vrai que c'est complètement accessible, c'est génial, on peut travailler dedans, on le sent. Et la particularité vraiment de ce moteur, c'est que le but de la voiture, c'était vraiment de l'alléger. Donc pour participer à l'allègement du bloc moteur, ils ont remplacé l'alliage des chemises de cylindre pour un plus léger issu de la compétition. Ils ont allégé les pistons avec des pistons à tête plate et ils ont aussi mis un vilebrequin spécifique. Donc ils ont vraiment été chercher dans le détail pour alléger cette voiture au maximum. En option, la voiture était disponible avec un autobloquant comme celle-ci et un pont court. Et les performances pour l'époque étaient incroyables. 6 secondes 3 au 0 à 100 km/h, 240 km/h en vitesse de pointe. À l'intérieur d'une 2,7 litres RS, je crois qu'en fait c'est toute la simplicité de l'intérieur qui en fait une voiture exceptionnelle. Alors comme je vous l'ai dit, cette voiture c'est une touring, donc elle est équipée comme une 2,4 litres S, elle est plus confortable. On a ces sièges là, magnifiques en sky avec la bande centrale Pepita, les 5 compteurs, le volant tout simple, la petite boîte, tout est ouvert, les 3 pédales accrochées par le bas du plancher. C'est une ambiance fantastique, on retrouve des options qui avaient été enlevées de la lightweight, comme par exemple ici les vides-poches dans les portes qui sont à l'ancienne. Et si je m'installe, c'est une position de conduite, alors déjà moi je suis vachement grand, enfin je me sens en tout cas très à l'étroit dans cette voiture. Le petit autoradio Bécard Grand Prix, la magnifique, la petite instrumentation de clim à travers laquelle on voit. Ici la petite tirette pour lever l'antenne. En fait j'ai pas grand chose à dire sur l'intérieur de cette voiture en dehors du fait qu'il est dans un état fantastique et qu'on sent vraiment les années 70. Et c'est d'une classe, c'est juste trop cool. Bon maintenant vous vous en doutez, il n'y a plus qu'une chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller rouler pour voir comment ça se comporte sur les routes de la Turbie et pouvoir vous partager vraiment les sensations de conduite qu'on a à bord de la 911 RS. Alors, me voilà au volant de la Porsche 2,7 litres Carrera RS. Et je peux vous assurer que des privilèges, j'en ai eu. Mais dès comme ça, c'est un moment assez exceptionnel de se retrouver au volant de cette voiture. Je ne peux que remercier Christian Philipsen et l'entreprise Le Bolide pour cette incroyable opportunité, parce que là on parle quand même d'une voiture assez mythique. On se dirige vers la route de la Turbie, il fait un temps magnifique et je pense qu'il n'y a pas meilleur moment pour profiter d'une voiture comme ça. Alors déjà, qu'est-ce que ça fait de se retrouver au volant d'une 911 2,7 litres RS Touring de 1973? Déjà il y a quelque chose qui est exceptionnel, vous savez que vous êtes dans une Porsche,
Vous le voyez au niveau des bosses, des feux devant vous sur le capot. Quand vous regardez dans le rétroviseur central, vous avez évidemment le Ducktail. C'est pour ça qu'elle est connue cette voiture aujourd'hui. Tous les resto-modes, toutes les voitures qui se veulent un peu néo-rétro, elles s'inspirent de cette voiture et du look qu'elle a. C'est une voiture que je trouve somptueuse esthétiquement. Elle est parfaite. Elle est basse, elle est petite, elle est étroite, elle est musclée. Elle est juste magnifique. Et vous vous rappelez que vous êtes dans une Carrera 2.7 RS, précisément au moment où vous passez devant la vitrine de magasin et que vous voyez le reflet de la voiture dans les vitres. Et là vous vous dites, ah ouais, vous voyez les écritures blanches sur le côté. Et là vous dites, effectivement, je suis dans une voiture assez spéciale. En termes d'ambiance, c'est les 70s à plein nez. Il fait chaud déjà dans l'habitacle. Mais donc j'ai ce petit volant dans mes mains qui est tout fin, avec un design assez particulier. C'est difficile de transmettre des émotions comme ça parce que là c'est un vrai truc là. La position de conduite est très bonne. Je suis assez éloigné du volant, mais j'ai voulu être à l'aise au niveau des jambes. Le pédalier est parfaitement placé, idéal pour le talon de pointe. Les pédales, forcément, c'est des voitures assez anciennes quand même. Les pédales ont un petit peu de jeu. L'embrayage a été renforcé sur cette voiture par rapport à la 2.4 litres S. Forcément, il faut que je vous parle du moteur. Croyez-moi, les 210 chevaux, ils sont bien là. Le moteur se réveille vraiment à partir de 5000 tours minute. On sent que la puissance est en haut. C'est coupleux et doux bas dans les tours. C'est vraiment un régal d'onctuosité lorsqu'on cruise comme ça tranquillement. Mais je pense que là où la voiture se révèle vraiment, la zone rouge est à 7300 tours. Là où ça se révèle vraiment, c'est à partir de 5500, 6000. C'est là que ça devient vraiment exceptionnel. Oh, le son à l'intérieur. Et à l'extérieur d'ailleurs aussi. Il commence à faire un petit peu chaud dans cette voiture. Mais c'est une telle ambiance. Cet habitacle tout simple, tout noir, les compteurs devant moi. Il y a juste ce qu'il faut, c'est parfait. Tout est fait pour la conduite pure, tout est fait pour être concentré sur une chose, c'est le pilotage. Il n'y a rien d'autre dans cette voiture. La boîte de vitesse de type 915/8 est assez particulière à manier. C'est très différent de ce qu'on peut avoir sur une voiture moderne. Le débattement est très long. On sent l'ancienneté de la boîte parce que ça s'enclenche pas super bien. Il faut être vraiment sûr qu'on a enclenché le rapport. Mais là encore, ça participe à l'expérience de conduite où il faut réfléchir à chaque petit élément, à chaque petite action qu'on fait au volant de cette voiture. L'essai de cette voiture s'étant déroulé très rapidement, j'ai dû allumer les caméras et réaliser l'essai sans avoir pu conduire la voiture auparavant. Il fut compliqué pour moi d'analyser complètement le caractère et le comportement de la voiture en seulement quelques kilomètres, la plupart effectués dans le trafic à allure modérée. Donc laissez-moi vous raconter avec plus de détails et après avoir rassemblé mes pensées, comment se comporte ce mythe sur la route. Dès les premiers tours de roue, l'expérience est stressante. La valeur de la voiture vous revient constamment en tête et le moindre caillou devient votre pire cauchemar. Le gabarit très réduit de la voiture met pourtant rapidement en confiance pour commencer à se faufiler, malgré l'absence de rétroviseur passager qui vous désorientera à de nombreuses reprises. À allure modérée, la direction non assistée est d'une souplesse délicieuse. Commencez à mettre du rythme et à l'approche d'un virage, vous la sentirez se charger progressivement durant l'inscription à mesure que la voiture s'appuie sur ses suspensions et que la pression augmente sur les roues. Le moteur placé après l'essieu arrière invite le pilote à remettre les gaz très tôt, tant le grip est infaillible, mais qui dit moteur arrière, forcément dit train avant très léger, et en sortie, c'est à la force de vos bras que vous resserrerez la trajectoire en agrippant de toutes vos forces le petit volant, pour éviter de raser de trop près le mur extérieur qui semble vous accueillir à bras ouverts. Le châssis est d'une rigueur remarquable, les changements d'appui se ressentent à peine tant les suspensions verrouillent les 1035 kg tout mouillés de la RS.
Rapidement, le rythme s'installe, et assis au fond de ce petit siège confortable, vous vous rendez compte que les vitesses atteintes sont telles que votre champ de vision a déjà beaucoup rétréci. D'un coup, vous sautez sur les freins, qui, sur le premier tir de la pédale, semblent n'avoir aucun pouvoir d'arrêt, et d'un coup, la voiture s'écrase sur ses appuis, sans aucun mouvement de caisse, et le train avant, chargé par ce transfert de masse, devient un véritable scalpel, vous permettant d'attaquer encore plus fort le virage suivant. Aucun doute, c'est bien une 911. On sort d'un virage, on a un autobloquant sur cette voiture et la puissance monte et monte. Et c'est vraiment, ouais, c'est à 5000 tours que ça se réveille, c'est fantastique. Oh, et le son. Et écoutez ça. La voiture paraît très agile, elle est plantée, elle bouge pas. Oh, le son qui se réverbe sur les parois, c'est fantastique. Et les 210 chevaux, ils sont bien là, il faut se rappeler que c'est une voiture qui pèse tout juste 1030 kg. En deuxième, ça repart fort directement, il y a toujours du couple. On a un train avant, on le sent là, quand on commence à prendre un peu de vitesse, qui va être un petit peu flou, on sent que les pneus lisent énormément les aspérités de la route. Mais pour autant, la voiture est très rassurante. Quelque chose qui est très rassurant aussi, c'est les freins, qui étaient d'assez gros diamètre pour cette voiture. Oh, le son de voiture de course. Fantastique, absolument fantastique. Là dans le virage, on sent que la voiture elle est plantée. Alors évidemment, moi ce qui me fait vraiment rire, c'est l'architecture de ce ducktail qui était fait pour appuyer l'arrière. Et c'est vrai que quand on regarde, il est presque à angle droit par rapport à l'arrière de la voiture. Au niveau de la boîte de vitesse, on sent vraiment que sur les rétrogradages, faire le double débrayage, ça aide vraiment à lisser le comportement. Mais c'est une voiture qui est, même par rapport à aujourd'hui, 210 chevaux, 255 Nm de couple, ça paraît pas fantastique. Mais même aujourd'hui, la voiture, elle est très performante. Et en termes de plaisir, c'est difficile d'avoir une voiture qui fait, entre guillemets, que 210 chevaux qui vous donne autant de plaisir. Quand vous savez l'histoire que c'est, quand vous savez le pédigré de la voiture, quand vous savez qu'aujourd'hui n'importe quel GT3 RS que vous croisez, ça vient de ça. C'est cette voiture, le principe de prendre une voiture de base, de l'alléger, de l'optimiser pour qu'elle soit encore plus performante, que ce soit sur route ou sur piste. Et bien sûr, celle-ci, c'est une homologation. Et les voitures d'homologation, on le sait, que ce soit pour la course ou pour le rallye, c'est toujours des machines extraordinaires. Absolument tout de cette voiture est exceptionnel. Que ce soit l'histoire, le pédigré, les victoires en compétition et au niveau même de la voiture directement, le look indémodable. C'est la plus cool des 911. Il y a, voilà, j'en perds mes mots, mais il n'y a pas à dire. C'est ce qu'il y a de plus cool, c'est la 911 RS. Et là, vous en prenez, mais plein la tronche. C'est un saut dans le passé, c'est absolument incroyable. Le temps s'arrête quand vous êtes dans une voiture comme ça. Vous êtes de retour en 1972, 13, 14, 15, 16.
volant d'une voiture comme ça qui était l'une des voitures les plus performantes du monde. Et en prendre le volant aujourd'hui, avoir l'opportunité de vous parler de ce que c'est que l'expérience de conduite d'une d'une Carrera 2.7 litres RS, c'est un privilège hors norme. Et je vous avoue que je suis pas spécialement émotif, mais là c'est quelque chose. Et là, la vue cette incroyable couleur rouge baya, rarissime, la vue du ducktail dans le rétroviseur, le fait que j'ai qu'un seul rétroviseur latéral, c'est toute une expérience. On sent qu'il faut travailler avec la voiture pour vraiment la faire performer. Il faut charger le train avant pour qu'elle soit vraiment directionnelle. Là évidemment on n'est pas du tout à la limite, mais même comme ça à basse vitesse, ça se sent. La voiture est très maintenue, elle paraît tellement légère. Donc voilà. Voilà un peu ce que donne une Carrera RS. J'ai presque du mal. Oh, une GP3. Là je suis dans une Carrera RS et je m'arrête quand je croise une mini GP3 quand même. Il faut peut-être remettre les choses à leur place. Mais voilà, le cadre, la voiture, la vue, fantastique. Et c'est incroyable le ressenti qu'il y a à travers cette direction qui forcément n'est pas assistée, donc il y a du poids, il faut travailler surtout à basse vitesse pour faire tourner la voiture. Mais on est tellement connecté avec ce qui se passe et c'est amusant même parce que on est dans une voiture qui est très extrême pour l'époque, mais les sièges sont ultra confortables, on est trop bien dedans. Et même moi qui suis très grand, je suis assez à l'aise dans la voiture. Et là sur chaque ondulation, je sens les mouvements dans la direction. Et la voiture, c'est quelque chose que j'ai remarqué, mais comme les compteurs sont vraiment à plat et que j'ai mes mains tout simplement devant le compteur de vitesse, je me rends pas compte de la vitesse. Mais ça en prend et très sérieusement, surtout sur des petites routes comme ça. Heureusement qu'on a des freins qui sont performants et qui donnent vraiment confiance dans le comportement de la voiture. Et ce son de 911 tellement classique, ce flat 6 Atmo là, pas de catalyseur, pas de FAP, pas d'aide à la conduite. Ça c'est des vraies bagnoles. Expérience fantastique, absolument fantastique. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez aimé découvrir toute l'histoire, ou redécouvrir peut-être, j'imagine que sûrement beaucoup d'entre vous la connaissent déjà par cœur, mais redécouvrir l'incroyable histoire de cette Porsche 2.7 litres RS, rappelez-vous bien que celle qui a tout débuté, c'est elle. C'est celle-là, la 911, la plus mythique. Donc voilà, si ça vous a plu, je pense que ça a dû vous plaire. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Pensez à mettre un like, à mettre un commentaire, ça aidera la chaîne YouTube, ça m'aidera à avoir peut-être d'autres opportunités comme celle-ci. Et surtout, ça permettra à d'autres personnes de découvrir cette vidéo ou la chaîne YouTube sur laquelle peut-être ils trouveront d'autres vidéos qui les intéresseront. Un immense merci à Monsieur Christian Philipsen et à ses équipes, particulièrement à Charlie et à Julien pour leur aide et pour le fait d'avoir permis que cette journée incroyable arrive et pour m'avoir permis de vous la présenter surtout. N'oubliez pas que les ventes aux enchères sont en ce moment sur le site internet. Il y a des affaires, il y a des choses sympas à trouver. Des 944, des Boxster, des 968, des 911, des Cayman GT4, des GT3. Il y a pas mal de choses franchement très intéressantes pour un peu toutes les bourses. C'est ça qui est intéressant. Et on a même notre partenaire Nash Automobile qui met plusieurs de ses voitures en annonce, notamment la Porsche 911 Turbo S 918 Spider édition que j'avais essayé, la version cabriolet. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très vite sur The Glove Driver pour, j'espère, d'autres expériences comme celle-ci qui est probablement l'une des plus fantastiques expériences automobiles que j'ai pu faire.